Bonjour à tous et à toutes. Merci de cet accueil. Merci à Archidessa pour toute l'organisation et pour cette invitation aujourd'hui. C'est vraiment un honneur de pouvoir avoir l'occasion de présenter ce beau projet qui nous anime tous à Robert Debré autour des troubles du neurodéveloppement et des difficultés d'apprentissage. Je vais être assez rapide sur l'Institut puisqu'on m'a fait comprendre, et Simon a pas mal de diapositives sur le bâtiment lui-même, et je pense que c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'est l'Institut, l'esprit de l'Institut, l'âme de l'Institut, et en quoi la réponse d'Aya a permis de montrer et va permettre de concrétiser tout ce que va faire l'Institut. On est parti d'un constat de santé publique qui montre vraiment des statistiques assez alarmantes, puisque un enfant sur 5 a des troubles, est en difficulté scolaire, un enfant sur 6 a un trouble du neurodéveloppement, et un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, ce qui est pas négligeable dans notre projet, puisqu'on se situe dans une zone de vulnérabilité sociale très forte. Et évidemment, ces facteurs s'entretiennent les uns les autres. Donc la population de Robert Debré est particulièrement touchée. Qu'est-ce que l'Institut veut faire? C'est de la recherche, du soin, de l'innovation. Il a été annoncé dans le cadre des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie en septembre 2021. Donc c'est un institut qui est tout jeune, qui est en cours de mise en place. Il rassemble l'expertise clinique de Robert Debré, puis d'autres à venir, mais pour l'instant c'est quand même très centré sur l'expertise clinique de Robert Debré. La recherche avec une vingtaine d'équipes du CEA, de Pasteur, de l'Université Paris-Cité, de l'INSERM, de la PHP. Et puis surtout, troisième élément, et c'est là où c'est central, c'est aussi un bâtiment à venir, fin 2027, pour que véritablement il y ait un continuum entre la recherche la plus fondamentale et les innovations pour les patients, pour les enfants, que ce soit à l'hôpital, à la maison ou à l'école. On a été reconnu en 2024 Institut hospitalo-universitaire. C'est un label de l'État dans le cadre de France 2030 et on dispose d'un budget de 20 millions d'euros. C'est véritablement la reconnaissance d'un institut d'excellence à vocation nationale et internationale. On est parti de l'expertise de Robert Debré. Comme Agnès Petit le disait, 50% des enfants qui fréquentent l'hôpital sont touchés directement ou indirectement par des troubles du neurodéveloppement. Nous avons le centre d'excellence de l'autisme qui est dirigé par Richard Delorme. Il y en a 5 en France et qui rassemble l'ensemble des structures pour l'Île-de-France. Il y a le site Clepsy que je vous invite à consulter, qui est un site pour les parents, qui s'adresse aux parents pour les problèmes de santé mentale dans leur ensemble et qui donne des conseils aux leurs parents. Et puis, comme je le disais, on est au cœur de populations vulnérables. Des chercheurs et des cliniciens de renom, le professeur Ghislaine Dehaene, qui est la directrice scientifique, directrice de l'Institut, Richard Delorme, qui est chef de service de pédopsychiatrie de Robert Debré, Thomas Bourgeron, qui est un généticien, pas n'importe lequel, puisqu'il a pas n'importe lequel, parce qu'il a été le premier à découvrir le gène de l'autisme à l'Institut Pasteur, Stéphane Auvin, qui est chef de service de neurologie de Robert Debré. Les missions: comprendre comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau typique et atypique fonctionne, prévenir, c'est important évidemment d'essayer de repérer précocement le plus tôt possible pour pouvoir agir, soigner et accompagner, et puis innover, trouver des nouvelles thérapies, pas forcément médicamenteuses, des stratégies d'accompagnement, des stratégies d'éducation. Voilà. Le projet architectural, c'est, comme Simon va le présenter, un bâtiment qui ouvrira ses portes fin 2027, qui a la spécificité de rassembler à la fois de la clinique avec des hôpitaux de jour et des consultations,
dans toutes les disciplines qui a trait aux troubles du neurodéveloppement, que ce soit la néonate, la pédopsie, la neurologie, l'imagerie, les explorations fonctionnelles, la génétique, l'ORL, l'ophtalmo. Des équipes de recherche, il y aura 12 équipes de recherche. Ce ne sont pas l'ensemble des équipes de recherche de l'Institut, mais il y aura déjà des équipes de recherche. Un centre de recherche clinique, le centre de recherche clinique de Robert Debré, un espace pour des start-up, puisque la translation vers l'innovation des partenaires privés est primordiale, un Baby Lab pour un laboratoire d'exploration fonctionnelle et un auditorium de 200 places. Sur le bâtiment lui-même, qu'est-ce qui nous a paru important ? Déjà, c'est un lieu innovant, et puis qui se veut évolutif. Ça, c'était véritablement très important dans le cahier des charges qui a été imaginé, qui a été produit pour le concours. C'est un hôpital, c'est un institut qui s'adresse à tous les enfants. Et ça, c'est véritablement une innovation de cet institut. On est sur des enjeux de santé, mais aussi on est sur des enjeux d'éducation. On s'adresse à des enfants, qu'ils soient à l'hôpital, chez lui, à l'école. Et véritablement, on sort du cadre purement hospitalier. Et c'est véritablement une identité forte qu'on a souhaité partager avec Aya pour ce concours. Un hôpital qui est dans le prolongement de l'hôpital de Robert Debré, évidemment, bénéficier de toute cette belle architecture et puis avec des passerelles entre les espaces de recherche de Robert Debré actuels et les futurs espaces de recherche. Évidemment, une communication puisque les patients passeront par l'hôpital actuel, mais aussi un bâtiment qui casse avec le bâtiment actuel, donc dans le prolongement, mais qui casse aussi avec une identité propre. Et c'était vraiment important, puisque, encore une fois, on n'est pas uniquement sur de l'hôpital, on est aussi sur des enjeux plus larges qui concernent tous les enfants. Un bâtiment qui est co-construit avec les enfants et les familles, c'est un travail que l'on mène, qui n'est pas toujours évident, parce qu'il y a des problèmes de disponibilité des enfants et des familles. Voilà, donc c'est tout un chemin sur lequel il faut avancer, qui est bien entamé, mais qu'on peut intensifier. Et puis, évidemment, un bâtiment irréprochable sur le plan environnemental, pour les générations futures, pour ces enfants qui vivront dans un monde complexe. Et c'est important de prévoir l'avenir avec un bâtiment le plus environnemental possible. Tout ça, c'était des choses qui nous paraissaient importantes et qui ont été finalement assez bien comprises par Aya, avec un magnifique projet dont on est très fiers et qui, je dois le dire, remporte une forte adhésion, aussi bien des professionnels que du grand public, des institutionnels. Donc il y a un véritable engouement pour ce bâtiment. Et je vais laisser Simon vous le présenter plus amplement. Merci Marianne. Bonjour à tous. Donc, je suis Simon Tsouderos, architecte associé de l'agence AIA. Je m'exprime au nom de l'ensemble de mes collègues architectes, ingénieurs, ainsi que les experts du groupement que l'on forme pour ce projet, pour dire que c'est un projet qui est vraiment exceptionnel pour nous, une grande chance de travailler sur un projet pareil. Il est particulier évidemment pour son enjeu national, comme le rappelait Marianne, et pour le caractère exceptionnel du site, et on l'a rappelé aussi, c'est l'extension d'un bâtiment hospitalier exceptionnel. Et c'est aussi un projet exceptionnel parce qu'il est au service des enfants, et particulièrement des enfants en difficulté. Donc l'une des vertus de l'architecture, c'est d'éveiller les sens, et les enfants en général sont des usagers très sensibles. Donc ici, on a une certaine proportion d'enfants atteints de troubles de neurodéveloppement, à la sensibilité exacerbée.
Et c'est la raison pour laquelle l'architecture doit se mettre vraiment à leur service. Voilà, c'est l'objectif qui nous engage, c'est d'arriver à concevoir un projet inclusif conçu autour de la sensibilité des enfants et placer l'émotion et le sens, les sens des enfants au cœur de la conception. Donc je vais d'abord décrire rapidement le concept et la fonctionnalité du bâtiment, puis après je propose un parcours un peu du projet à travers les différents éléments dans lesquels on a essayé de trouver ce sens et une relation avec l'émotion suscitée par l'architecture chez les enfants. Donc un petit mot sur l'hôpital Robert Debré, un bâtiment mythique qui a marqué l'histoire de l'architecture hospitalière, comme le rappelait Donato. Pierre Iboulet, son architecte, a livré un projet qu'on peut qualifier d'humaniste et tout est conçu pour adoucir le séjour des enfants. Et notre projet s'implante à l'arrière du site de l'hôpital, entre le réservoir des Lilas et le périphérique, avec une topographie très marquée, puisqu'on a un dénivelé de plus de 10 mètres vers le périphérique. Ici, un diagramme qui montre une décomposition du bâtiment existant. Donc, on a deux grands éléments structurants qui forment une intériorité. Puis viennent se greffer des éléments plus bas en terrasse, donc qui dégagent des terrasses végétalisées, des patios qui font rentrer la lumière au cœur du bâtiment. Et puis, on a une très bonne liaison, intégration urbaine avec cette galerie vitrée qui donne accès à toutes les fonctions publiques du bâtiment, avec en son centre un grand jardin d'hiver. Donc dans un dialogue un petit peu formel avec l'existant, notre projet en fait se décompose également avec une coque protectrice qui implante le projet par rapport au périphérique, des blocs plus bas qui viennent s'y greffer également, qui sont entrecoupés de patios et qui laissent rentrer la lumière et la ventilation, et ils sont évidés en leur centre pour créer une intériorité. Donc si je décompose un tout petit peu plus précisément, donc on part sur un écran qu'on vient courber pour dialoguer avec l'existant. Ensuite, on s'implante sur l'ensemble de la parcelle et finalement, on vient évider le centre pour créer une intériorité. Ça, c'est un logo un peu du projet qui montre bien la réponse du projet à l'ambivalence du site, avec d'un côté une coque protectrice, côté périphérique, de l'autre côté une façade plus ouverte et plus organique, côté réservoir. Voilà une photo de la maquette du concours qui montre bien la relation entre l'existant et puis notre projet. Et on voit également en premier plan le périphérique. Et une autre photo vue de l'autre côté, côté réservoir. Donc c'est la façade principale, la façade d'entrée. On voit qu'elle optimise la relation avec le dégagement végétal qu'est le réservoir. Également, on voit un peu son épaisseur et les usages qu'on a pu intégrer dans cette épaisseur avec différentes terrasses, et je vais en parler tout à l'heure. Et finalement, la maquette, toujours la maquette ouverte, où on voit la grande logique du projet avec cet atrium bioclimatique autour duquel s'enroule toute la fonctionnalité de l'Institut. Ici, donc en plan masse, on voit que l'Institut se trouve au fond de la parcelle de l'hôpital. Et donc on y accède, donc on a l'accès mutualisé avec l'hôpital. On y accède de deux façons, soit par l'extérieur évidemment, soit par l'intérieur en suivant la galerie publique de l'hôpital, et après avec une liaison qui va être réalisée en infra qui arrive à notre niveau rez-de-jardin. Ici, une coupe avec l'hôpital existant sur la gauche, l'Institut sur la droite, où on voit le dénivelé du site vers le périphérique. Et donc, pour ce qui est des connexions intérieures, donc j'en parlais à l'instant, au niveau rez-de-chaussée, vers notre niveau rez-de-jardin, donc on a cette liaison publique en infra. Également, une autre liaison en infra au sous-sol 2, réservée à la logistique et au personnel. Et puis une liaison exclusive pour les chercheurs au niveau 2,
qui reliera le plateau de recherche fondamentale avec le bâtiment de recherche existant de Robert Debré, qui est le bâtiment Bingen. Ici, une coupe longitudinale sur laquelle on voit bien le grand atrium bioclimatique autour duquel s'organisent sur 3 plateaux tous les espaces recevant le public et donc les soignants également, avec en dessous 2 niveaux de sous-sol, donc parking, locaux techniques et logistique, et puis au-dessus de l'atrium, donc en surplomb, on a le plateau de recherche fondamentale et un plateau tertiaire. Rapidement, les plans, donc le niveau rez-de-jardin, donc c'est le niveau d'accueil principal pour et sa liaison avec Robert Debré, qui accueille toutes les consultations, le service imagerie et les associations de parents. Le niveau rez-de-chaussée, donc d'accueil secondaire, c'est l'accès extérieur qui accueille les activités d'hôpitaux de jour et leurs jardins. L'étage, donc le niveau 1, le dernier niveau de l'atrium, dans lequel on retrouve le service de Baby Kid Lab dont parlait Marianne tout à l'heure, les startups, un auditorium et l'administration de l'Institut. Et ensuite, le niveau de recherche fondamentale. On voit que la logique du plan s'inverse avec les laboratoires côté périph', la circulation en façade sud, voilà, qui innerve les différents plateaux de recherche et qui vient se connecter avec le bâtiment de recherche existant, et puis le plateau tertiaire, le dernier niveau. Donc l'implantation le long du périphérique voilà, requiert une attention particulière, on l'a dit tout à l'heure, spécialement pour un programme qui va recevoir des enfants hypersensibles. Et d'ailleurs, la première fois qu'on est venu sur le site, on s'est presque demandé si c'était une blague. Donc l'idée de créer une intériorité est venue comme une évidence qui a fait émerger la forme du bâtiment, à la fois la coque côté périphérique, mais également une recherche de profondeur de la façade qui fonctionne un peu comme un diaphragme qui absorbe les ondes sonores. Et donc notre groupement qui comporte des spécialistes en acoustique, ces spécialistes nous ont accompagnés lors de la conception pour vérifier que la forme qu'on développait allait bien répondre à l'objectif. Et donc ici on a un petit diagramme de propagation du son. On voit que voilà, on passe du violet au vert clair. Donc on voit bien que le projet fonctionne comme un piège à son. Il permet donc d'avoir un environnement très apaisé, à la fois dans notre parvis d'entrée et dans notre atrium, puisque, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais c'est un atrium bioclimatique donc, qui est censé être ouvert pour faire rentrer la ventilation. Donc il faut aussi voilà, filtrer le son avant de... la présence du périphérique, c'est une contrainte, mais c'est aussi une opportunité. Celle de créer un signal pour exprimer à la ville, à la banlieue, au grand territoire, la présence de l'Institut de l'enfant. Donc exceptionnellement, parce qu'on ne fait pas ça souvent, on s'est permis, l'ICE étant une grande cause, on s'est permis un petit exercice symbolique pour cette façade, avec une inspiration à mi-chemin entre le cortex du cerveau et puis un grand jeu Tetris ou de puzzle, suivant qu'on est adulte ou enfant. Et alors, je ne sais pas si ça va marcher. Une petite animation de la façade qui avait été faite par l'équipe au moment du concours. Ça, c'est l'ancienne façade. Et c'est juste pour exprimer l'idée que si les enfants peuvent voir ce bâtiment comme un grand jouet, c'est une façon pour eux peut-être de se l'approprier et d'arriver après dans le bâtiment avec... de façon un peu plus volontaire et apaisée. Et donc c'est l'idée que l'image du bâtiment elle-même puisse jouer un rôle dans le parcours de soins. Donc voilà la façade dans son développement actuel qui a bien gardé cette intention. Donc une coque protectrice lisse et minérale qui signale à l'échelle de la ville la présence de l'Institut du cerveau. Côté réservoir, la façade sud, donc, qui est travaillée pour être ouverte et accueillante, en bois pour apporter la douceur. À l'échelle humaine également, elle offre une épaisseur qui intègre de l'ombre, des usages, des jardins et des vues dégagées sur le réservoir. Et donc c'est la façade principale qui invite le patient à rentrer.
Je vais en parler après, mais on voit en premier plan la petite cour anglaise que nous créons pour éclairer la galerie en infra qui va relier le bâtiment existant à l'Institut du cerveau. Ici, une perspective vue depuis le réservoir. On voit bien la galerie des chercheurs qui vient se connecter au bâtiment Bingen. Donc, c'était aussi un enjeu du projet de mettre en avant le fait que c'est un institut de recherche. Et donc, il fallait aussi séduire les chercheurs dans notre architecture. Donc, c'était un des objectifs dans le programme du concours. Voilà. Donc, dans la mesure où le programme prévoyait... je vais parler un peu de la séquence d'accès du bâtiment. Le programme prévoyait de faire transiter la plupart des enfants, enfin des patients, par l'hôpital existant avant de prendre la connexion vers l'Institut. Donc de ne pas arriver vraiment par l'extérieur, mais plutôt par l'hôpital existant. Et donc il nous semblait nécessaire de travailler une séquence d'arrivée particulière pour chercher à amoindrir le stress potentiel et l'angoisse des enfants. Donc après, on part de l'entrée tout en bas. Après, donc on voit la façade principale de l'Institut au loin, et puis on va pénétrer dans le bâtiment existant et parcourir la galerie jusqu'au jardin d'hiver. Donc là déjà, on a plus de 100 mètres de parcours dans une galerie qui potentiellement très empruntée, qui peut être bruyante. Et donc, pour des enfants très sensibles, on s'est dit que voilà, ils allaient arriver dans notre point de contact là, déjà relativement angoissés. Donc voilà, on s'est dit il faut faire quelque chose. Donc notre idée, c'était de séquencer la transition depuis l'existant vers l'Institut du cerveau, avec une première étape. Donc cette cour anglaise dont je parlais tout à l'heure, on a mis un lapin dans la perspective. On espère qu'il y aura une belle intervention artistique qui va attirer l'attention des enfants dans le parcours. Et également, c'est une cour anglaise qui apporte de la lumière, puisque c'est une connexion en infra, de la lumière, la présence du végétal. Voilà, donc c'est relativement rassurant. Ensuite, on a une galerie qui est légèrement descendante. On l'a vu en coupe tout à l'heure, légèrement descendante. En infra également, donc on l'appelle la galerie des animaux. Cette galerie, on va la décorer avec des macroformes d'animaux qui vont être à moitié cachées pour être un peu mystérieuses pour les enfants. Et en fait, c'est des macroformes qu'ils vont retrouver dans la signalétique de l'établissement à l'intérieur. Donc voilà, c'est un peu pour attirer l'attention des enfants. Et ensuite, point 3, quand on arrive dans l'Institut des cerveaux et on découvre... alors, je vais passer à la suivante. Voilà. On arrive dans l'Institut du cerveau et on découvre l'atrium sur 3 niveaux avec un jeu de boîtes en bois en saillie qui rappelle un peu un univers de cabane. Et donc l'idée, c'est vraiment de rompre avec les codes hospitaliers et d'offrir un espace aux enfants qui fait un peu appel à leur imaginaire. Hop. Pardon. Ouais. Ok, je continue. Donc un mot sur le fait qu'il nous avait été communiqué au concours par la maîtrise d'ouvrage, un ouvrage autisme et sensorialité, guide sur l'aménagement de l'espace. Et parmi ces nombreuses informations, les nombreuses informations qu'il contenait, il était spécifié que pour les bâtiments qui accueillaient des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, une typologie en cœur central était préférable, car elle garantissait une grande lisibilité de l'espace, susceptible de réduire l'anxiété des enfants. Donc évidemment, compte tenu du site, cette typologie nous convenait bien. Et donc, on a développé le projet dans cette idée-là. Donc voilà une image du hall qui est traitée comme un grand volume ouvert sur 3 niveaux, éclairé zénitalement par une lumière douce venant des verrières en toiture. Il distribue toutes les unités et facilite le repérage et l'orientation. À gauche, donc sur la paroi sud de l'atrium, les accès rez-de-jardin, rez-de-chaussée. Et à droite, le fameux mur des cabanes dont je parlais, voilà, l'idée
l'idée vraiment est on espère de stimuler l'imaginaire des enfants avec ce hall un petit peu semi-intérieur-extérieur. Une autre image du hall où on voit, ça c'est la partie... donc le hall a ces deux extrémités des jardins plantés qui agissent un peu comme les poumons du bâtiment. Et donc l'ambiance recherchée pour le hall, c'est vraiment l'espace dans lequel pénètre la nature, l'utilisation importante du bois en continuité des deux poches végétales que sont les jardins au bout du hall, la lumière naturelle qui vient de plusieurs directions, la ventilation naturelle également, je vais en parler tout à l'heure. Tous ces éléments contribuent à donner un sentiment de continuité intérieure-extérieure, donc voilà, pour rassurer, et une continuité entre ciel et jardin. Les jardins, voilà, et les jardins sont vraiment conçus comme des espaces ludiques et voilà, qui contribuent à apaiser le caractère du lieu. Un petit mot sur le fonctionnement bioclimatique. Donc, grâce à une grande contribution de nos ingénieurs environnementaux dès la phase de conception, le projet a été pensé de manière bioclimatique, et pas seulement pour limiter les consommations d'énergie, mais aussi pour garantir un confort sensuel en relation avec l'environnement. L'hiver, le soleil qui réchauffe, l'été, la ventilation naturelle qui fait circuler l'air et qui offre une petite sensation de brise, les poches végétales qui rafraîchissent l'air par évapotranspiration et dont la présence se ressent physiquement. Voilà, c'est des éléments du bioclimatisme qui ont voilà, une relation avec le sens et donc le sens des enfants, on l'espère. Donc en hiver, les atriums sont fermés et captent les apports solaires. La terre permet de stocker la chaleur au cours de la journée et des brasseurs d'air viennent déstratifier l'air afin de faire redescendre l'air chaud vers les étages bas. En été, les atriums s'ouvrent côté réservoir et en toiture afin d'éviter l'accumulation de chaleur. Et la végétalisation joue un rôle de rafraîchissement naturel. Et les brasseurs d'air permettent d'améliorer le confort en diminuant la température ressentie grâce au flux d'air. Le projet propose un foisonnement des fonctions d'accueil et d'attente donc, dans notre grand hall bioclimatique. En effet, même si certains services nécessitent des espaces d'attente spécifiques pour le besoin des enfants, l'idée est de proposer un grand espace d'attente d'une grande qualité qui puisse s'adresser à tous, et notamment aux accompagnants. En effet, parce que les parents amènent souvent leurs enfants jusqu'au service, à l'intérieur du service, puis ressortent après la prise en charge. Et donc ce grand atrium, à l'atmosphère douce et naturelle, offre un lieu de ressourcement également pour les parents, qui sont eux aussi soumis à beaucoup de stress. Lors de la conception, c'est en échangeant avec le personnel soignant que nous avons saisi un peu ce besoin et qu'on a pu le retranscrire dans le projet de cette manière. Un mot sur les aménagements intérieurs qui convergent vers un objectif commun, faire de cet espace central un endroit confortable, apaisé, inclusif et simple de lecture aussi. La lisibilité est très importante pour ce type d'établissement. Donc pour rendre le parcours plus lisible, les accès aux différents services sont tous alignés verticalement avec une teinte colorée pastel. Et comme on l'a dévoilé dans la galerie d'accès, la signalétique est traitée à travers un langage figuratif en macroforme d'animaux. Donc c'est très sobre. Les parois recevant les boîtes saillantes là, sont traitées en lames de bois ajourées qui intègrent de l'absorption acoustique de façon à éviter les effets de réverbération du hall et de garantir un espace calme et apaisé. Et les matières choisies, béton ciré au sol, bois, béton lisse, convergent toutes vers une ambiance colorimétrique relativement neutre, répondant aux besoins d'inclusivité pour cet espace, pour qu'il puisse être appropriable par toutes les populations d'enfants, notamment les enfants atteints de TSA dont l'hypersensibilité entraîne parfois des réactions très vives au contact d'environnements aux couleurs contrastées. Dans la même recherche de neutralité, l'aménagement intérieur des services suit les demandes des équipes soignantes d'avoir une ambiance la plus neutre possible, avec un minimum de stimuli pour les enfants.
Donc seuls les locaux destinés à recevoir les patients sont suggérés avec des taches de couleur très légères. Des espaces extérieurs, donc les unités pédopsychiatriques situées au rez-de-chaussée bénéficient de jardins accessibles exclusivement aux enfants. Et la différence de niveau avec le réservoir permet de créer des espaces clos et rassurants. Et donc ces espaces extérieurs sont des espaces ludiques et sensoriels, propices à l'éveil. Mais c'est également des espaces de détente, mais qui vont aussi être utilisés par le personnel soignant pour observer les enfants interagir avec la nature et les différents stimuli des jardins, et également pour les observer interagir avec les autres enfants. Donc on a vu les espaces extérieurs dédiés aux enfants. On sait que les espaces extérieurs peuvent aussi bénéficier aux soignants, aux chercheurs, au personnel administratif. Et on dit souvent que dans un institut de recherche, les meilleures idées émergent à la cafétéria plutôt que dans les labos. Donc du coup, on a voulu offrir un lieu d'échange et donc interconnecter les 3 niveaux qui reçoivent le personnel, on va dire, de l'hôpital. Donc, c'est des terrasses qui sont exclusivement réservées au personnel, aux chercheurs, au personnel soignant, au personnel administratif, pour promouvoir les liens entre les équipes. Voilà, je termine sur une toute autre typologie, mais avec une recherche un peu similaire d'éveil des sens. C'est la tour hospitalière Ibn Sina à Rabat qu'on va livrer l'année prochaine, et dans laquelle on a intégré dans un angle une faille verticale végétalisée qui permet à chaque niveau d'hébergement d'offrir des espaces extérieurs en connexion avec le soleil, le vent, le végétal, la vue vers la ville et l'océan. Donc, il offre aux patients hébergés, mais aussi au personnel soignant, la possibilité de pouvoir s'extraire de l'univers médical et de se connecter à l'environnement. Voilà, je voudrais remercier beaucoup la chaire Archidessa pour cette organisation et notre maîtrise d'ouvrage également, la PHP, puis tous les partenaires pour nous donner la chance à des architectes comme nous de travailler sur ce genre de projet. Et merci à tous pour votre attention. Moi, je voulais juste remercier aussi la direction de l'investissement du GHU Nord, et notamment Laurent Le Guédard et Benoît Chabanel qui sont là. Et c'est quelque chose qui est important. Habituellement, ce type d'opérations sont gérées au niveau du siège de la paix. Et là, c'est véritablement une maîtrise d'ouvrage conduite par la direction de l'investissement du GHU Nord et avec une efficacité et un professionnalisme incroyable. Donc merci à eux. Merci pour ces 2 interventions. En plus, vous avez parfaitement respecté les temps, donc formidable. Sur un projet médical, un projet architectural, on voit la complexité des questions posées. Je voulais simplement souligner 2 aspects qui ont été portés en avant. Le premier, c'est les enjeux de santé, mais aussi les enjeux de vie et d'éducation sur lesquels vous avez insisté sur ce point général, montre aussi la complexité du projet médical. Hein. Donc, et puis, l'imbriquement entre des fonctions qui ne sont pas tous les mêmes, hein, entre le laboratoire et l'aspect médical, et puis les aspects spécifiques qui ont été évoqués. Donc, et le deuxième aspect qui est strictement lié à cette complexité, c'est l'intelligence du système distributif, je dirais comme ça, du projet. Système distributif, que c'est à la fois le système de circulation, comme Simone il a bien expliqué, une situation complexe parce qu'en effet, on est dans un hôpital qui a été pensé avec une rue urbaine. Donc la logique voudrait qu'on continue la rue urbaine, mais le site ne le permet pas. Donc il y a cette articulation qui a été bien montrée, bien posée sur l'interface ville
et hôpital, qui c'est un des aspects forts de cet hôpital, de la démarche de Riboulet, donc avec un aspect de continuité, mais aussi d'innovation sur les systèmes qui ont été mis en avant dans le projet, notamment les séquences d'entrée, avec tous les détails qui ont été expliqués. Donc vraiment un projet qui s'inscrit à la fois dans la continuité de la pensée de Riboulet et à la fois avec une identité forte et contemporaine. Merci encore pour cette intervention.